Je continue ma polémique avec le groupe Éveil Astro, qui comporte des gens comme Bernard Duchâtel, Alain Kölsch et d'autres, comme Michel Daost aussi, vraiment. Alors je vais consacrer un article écrit parce que si je dois citer tel et tel propos, il faut que ce soit que les gens l'aient sous les yeux. Je connais les limites de la vidéo orale où les gens n'arrivent pas à mémoriser, à se polariser sur les textes quand ils sont lus, et ils sont beaucoup mieux formés, c'est une question d'éducation, à s'intéresser à ce qui est écrit. Donc cette vidéo sera complétée sur notre site, sur nos sites habituels, par une étude pointue, presque universitaire je dirais, des propos qui sont tenus par les uns et les autres, et cette fois-ci, ça sera analysé de façon très précise. En attendant, en préambule, je voudrais mettre l'accent sur une grande confusion qui existe dans l'esprit des astrologues entre l'astronomie et tout ce qui tourne autour et qui n'est pas vraiment de l'astronomie. Par exemple, le nom des planètes, ce n'est pas d'astronomie. Le nom des signes zodiacaux, ce n'est pas de l'astronomie. Je crois que c'est très clair là-dessus. C'est utilisé par les astronomes, ça fait partie du langage astronomique, mais ça n'est pas de l'astronomie au sens scientifique du terme. Il n'y a aucun rapport entre les lois de Kepler ou de Newton, ou le système de Copernic, et la question du nom des planètes anciennes et nouvelles, ou du nom des signes, que ce soit des constellations d'ailleurs, ou des signes au sens tropique. Tout ça, ce sont des notions totalement secondaires et artificielles, superficielles pour les astronomes eux-mêmes. Donc quand les astrologues affichent un respect religieux quasiment de l'astronomie, et qu'ils disent que tout ce qui touche à l'astronomie fait sens pour eux, et que le rôle de l'astrologie, c'est justement d'aider les astronomes ou de compléter les astronomes en tirant le maximum d'informations de leur travail, quand ils s'en prennent aux significations, le mot d'ailleurs est assez comique, parce qu'effectivement on va dire la signification des planètes, c'est leur nom. La signification des périodes par lesquelles les planètes passent sur l'équilibre, c'est leur nom. Il est évident que là, on joue sur les mots. Il est évident que pour les astronomes, ce sont des noms qui ont une signification, bien entendu. Le nom de tel et tel dieu, le nom de tel et tel héros de l'Antiquité, ou la représentation de tel ou tel mois de l'année, mais ce ne sont pas des significations dans un sens valable. Bon. Alors, je voudrais continuer là-dessus. Bon, donc j'espère qu'ils sont conscients de cela, ces pauvres astrologues, hein, parce que là, franchement, ça serait grave. Or, dans les faits, on sait très bien que s'ils croient pouvoir justifier le nom des planètes et leur usage qu'ils en font en tant que signification du fait que les astronomes s'en servent, là, ils se plantent totalement, hein, totalement, et ils le savent très bien. Et c'est là que le mélange est détonnant entre la réalité astronomique proprement dite et la réalité de la tradition de dénomination, de baptême des différents facteurs. Il est évident que pour un astronome, quand il veut localiser une planète, il faut bien qu'il la désigne, cette planète, par un certain nom. Il faut bien qu'il détermine le passage, l'endroit où cette planète se trouve à un certain moment, par un certain nom. C'est comme si on disait, tiens, là nous sommes rue de la Providence, donc ça s'appelle la rue de la Providence, donc ça veut dire ceci ou cela pour les gens qui s'y trouvent, ou par les gens qui y passent. Bon, c'est une plaisanterie. Et je le recommande vivement à ces astrologues de changer leur fusil d'épaule, parce que là, ils vont dans le mur complètement. Mais prenons le cas de la numérologie. Alors la numérologie, c'est vraiment encore pire que cela. Parce qu'on va regarder les chiffres de la naissance. On va totaliser les nombres de l'année, du mois, du jour de naissance. Bon, ça évidemment, ça fait partie aussi, si par exemple un astronome fait une observation pour un certain moment, il va bien être obligé
de dire qu'il l'a fait tel jour, à telle heure, etc. Bon, maintenant que certaines personnes en tirent une signification ou une information, ça c'est complètement débile, il faut dire ce qui est. En tout cas, si c'est pas débile, ça correspond à une mystique qui reste problématique. De la même façon, le nom de la personne aussi, et pourquoi pas le nom de l'astronome, le nom de l'astronome qui aurait fait l'observation, on va aussi le passer à la moulinette kabbalistique, des valeurs numériques des lettres, etc. Le jour de la semaine, on va dire, ah oui, cette observation s'est faite le mercredi, donc c'est Mercure, donc c'est ceci, donc c'est cela. Bon, alors là, voyez-vous, bon, les astronomes ne vont pas jusque-là, mais par contre, les numérologues vont jusque-là. Et ils ne tiennent pas compte, ces numérologues, de la réalité astronomique, mais en revanche, tout le reste, ça leur paraît très très important. Donc voilà, si l'astrologie veut arrêter d'être une numérologie, il faudrait quand même qu'elle se ressaisisse. Alors, je répète encore une fois le message et la leçon de Johannes Kepler, qu'il tenait il y a à peu près 400 ans, puisqu'il est né à la fin du XVIe siècle et il est mort dans le premier tiers du XVIIe siècle, à savoir que l'astrologie sont les aspects. Alors certains, dans le groupe là, ironisent sur le fait que l'on ne tienne pas compte du nom des planètes. Or, je suis désolé de dire que André Barbeau, dans son ouvrage Les astres et l'histoire, ne tient absolument pas compte du nom des planètes. Dans ses coefficients de concentration planétaire, il ne tient absolument pas compte du nom des planètes, et il ne tient absolument pas compte non plus des signes zodiacaux où se situent les conjonctions, ou au contraire les oppositions, etc. Donc quand on plaisante ou quand on me fait dire ce que je ne dis pas, je rappelle que effectivement, dans les années 60 et 80, on pensait qu'il fallait évacuer cela. Même Jean-Pierre Nicolas, par exemple, il continue bien entendu par la force des choses à désigner les planètes par leur nom, mais il n'en tient aucune signification. Il propose à la place une grille de lecture qui s'appelle le RET, représentation d'existence extraordinaire, où il n'a rien à foutre du nom des planètes. Donc voyez-vous actuellement, on a une génération d'astronautes qui sont complètement en régression par rapport à la renaissance de l'astrologie des années 50 à 80. Donc c'est ça le problème. Et qui vont accorder beaucoup plus d'importance à l'entrée d'une planète, même en mondial, dans tel et tel signe, que au niveau de la signification des aspects. Parce que finalement, on s'aperçoit que beaucoup d'astrologues ont les aspects, c'est finalement presque un épiphénomène. C'est un élément parmi d'autres. Alors que c'est l'élément central, capital. Ce n'est pas un élément parmi d'autres. Ce qui est important, et ce qu'avait bien compris André Barbeau, en mondial en tout cas, c'est que l'astrologie mondiale, c'est la question des angularités entre les planètes. Quelles qu'elles soient d'ailleurs. Enfin, lui, il en choisit 5. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Mais il ne s'intéresse pas au nom de ces planètes, il ne s'intéresse pas il s'en fout. Il ne s'intéresse pas au signe où ça se trouve. Et même dans son travail sur Saturne-Neptune, les conjonctions de Saturne-Neptune, il ne s'intéresse absolument pas dans quel signe elles ont lieu, elles se forment. Alors, réviser les littératures astrologiques des années 60 avec Nicolas Barbeau et puis moi, parce que moi j'ai publié en 70 jusqu'en 80, et à partir des années 90, là c'est la déchéance, c'est la régression de l'astrologie, c'est l'époque de Yves Le Noble, de ses congrès bidons, etc. Bon, donc là il y a vraiment une baisse de niveau considérable, et actuellement quand on va à des réunions comme source, on vous parle de l'entrée de Neptune dans tel et tel signe. Bon, ce qui avait été totalement abandonné pendant des décennies. Hein. Donc là, il y a une régression. Donc nous avons affaire à des gens qui sont dans la régression par rapport à la... Ils parlent d'évolution de l'astrologie, or justement, au contraire, ils sont dans la régression par rapport à cette évolution de l'astrologie. C'est des gens comme Nicolas, c'est des gens comme Barbeau, c'est des gens comme Gauquelin, c'est des gens comme moi qui ont fait avancer l'astrologie. C'est pas ces gens du tournant de l'éveil astro. Bon, alors, effectivement, la grande question, c'est
Alors, je voudrais quand même faire une petite parenthèse sur Uranus, parce que c'est toujours très amusant d'en voir des astrologues nous expliquer doctement que la planète Uranus est absolument indispensable à l'astrologie parce qu'elle est l'indicateur des changements. Il faut vraiment être débile pour dire une chose pareille. Ce qui voudrait dire que sans Uranus, on ne peut pas parler en astrologie de changement. C'est n'importe quoi. Donc il aura fallu attendre les cœurs d'Uranus pour que les astrologues soient capables d'indiquer les mutations et les changements. C'est complètement ridicule. Les grands astrologues comme Albus Mazar ou jusqu'à Jean Bodin, qui s'intéressait à l'astrologie pour d'autres raisons, n'avaient absolument aucun besoin d'Uranus et ils pouvaient annoncer des changements et des mutations fondamentales. Donc soyons sérieux. Ce n'est pas une planète qui va annoncer un changement. Là, c'est vraiment la religion de la planète pour la planète, parce que ça aussi, c'est important. Cette façon de se polariser sur une certaine planète, alors que ce sont les configurations générales, c'est l'ensemble des planètes, c'est les aspects entre planètes qui sont importants. Bon, cela dit, par ailleurs, une autre percée, notre évolution de l'astrologie s'est produite grâce à moi à partir des années 95 à 2005, à savoir de ne tenir compte peut-être éventuellement que d'un seul vecteur, puisque Barbault, lui, il avait déjà dit cette idée qu'il fallait trouver un vecteur principal. Lui, il l'a obtenu en faisant la combinaison de plusieurs vecteurs pour en arriver à un seul, d'où sa courbe. Moi, je dis, au fond, utilisons un seul vecteur. Bon, c'est pas une raison pour s'amuser à partir de ça. De la même façon, je dis, tenons compte des étoiles fixes, qu'on avait oubliées depuis des siècles, à la limite, au niveau mondial. Parce que même Albus Mazar ne s'intéressait pas aux étoiles fixes, alors il faut remonter très haut. Bon. Parce que les étoiles fixes, c'est la réalité. Les signes zodiacaux, ce n'est pas une réalité. Pour les astronomes, les étoiles fixes, ça existe. Pour les astronomes, les signes et les constellations, ça n'existe pas, ce n'est qu'une façon de parler, ce n'est que du métalangage, de la méta-astronomie. Donc là aussi, ils ont complètement squeezé cette progression de l'astrologie dans son rapport aspect de planète à étoile fixe. Donc on se retrouve avec une astrologie de papa qui date des années 30 et 40. Et même pas, puisque déjà, avec Armand Barbault, dans les années 30, à la fin des années 30, on parlait des cycles planétaires et on laissait déjà de côté un certain nombre de choses. Mais on est complètement dans la régression. Donc ces gens-là qui nous parlent d'une évolution de l'astrologie, ils sont dans la régression totale. C'est pathétique. Et donc, effectivement, soyons dans l'esprit de Kepler. Hein, je renvoie à l'ouvrage de Gérard Simon, Kepler, astrologue astronome. Il est dommage qu'on n'ait pas traduit, comme je l'aurais souhaité, le Tertius Interveniens de Kepler, qui disait d'ailleurs, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Et Kepler disait, bon, effectivement, l'astrologie, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, les aspects, il faut les garder, c'est fondamental, il faut même en ajouter d'autres, ça c'est son problème. Et par ailleurs, effectivement, rappelons aussi qu'Albus Mazar, lui, c'était la théorie des grandes conjonctions. C'est-à-dire qu'éventuellement, c'était Jupiter-Saturne qui était même pas Jupiter et Saturne, c'était deux facteurs dont on étudiait les combinaisons entre eux. Et oui, c'est ça. Eh bien, c'est exactement ce que je fais. Déjà, Albus Mazar, vers le Xe siècle de notre ère, avait développé cette théorie des grandes conjonctions. Le mot grande conjonction prouve bien ce qu'il veut dire. On s'intéressait aux conjonctions de deux facteurs et on ne se pas la question de savoir si c'était Jupiter ou Saturne, c'était deux facteurs qui étaient en l'occurrence les deux planètes les plus lentes. Donc c'est un peu du Barbault de 1000 ans plus tôt, puisque Barbault, lui, il a intégré les transsaturniennes, c'est son problème. Parce que là aussi, et je terminerai là-dessus, l'astrologie, et mon avis, c'était au départ, c'est un livre ouvert, et effectivement, un livre ouvert pour les gens d'il y a 2000 ans, eh bien ce livre ouvert, il ne pouvait évidemment pas concerner les planètes qu'on ne pouvait voir qu'au télescope. Ça aurait été un anachronisme total, évidemment. On pouvait voir les étoiles, on pouvait voir les planètes, mais on ne pouvait pas voir les transsaturniennes. Bon, donc là aussi, là on a une sorte d'anachronisme à l'envers, c'est-à-dire on intègre dans une astrologie qui n'est pas d'hier, des éléments qui n'avaient rien à y faire. Bon, donc là aussi, ça ne va pas tellement bien. Donc moi je dis, il faudrait que vous révisiez, mes chers amis de l'éveil astro, il faut que vous révisiez complètement votre copie, parce que pour l'instant, c'est zéro pointé.